On va essayer, je ne sais pas si on va réussir, mais on va essayer en tous les cas, de peut-être vous faire la synthèse des précédents exposés. À savoir, essayer de vous montrer comment, au travers d'un cas pratique de gestion d'une crise sanitaire dans un élevage, on peut aboutir à un bilan économique du passage de cette crise et des conséquences que ça a pu avoir dans l'effectif concerné. Donc on va essayer de faire ça à deux. Donc c'est toujours un exercice compliqué. On a répété, mais voilà, on est sur scène et c'est toujours compliqué. On essaiera de voir ça au travers d'un plan qui est assez classique. Essayer de vous convaincre de l'intérêt de la précocité de la détection des symptômes et des analyses complémentaires qui permettent de montrer que c'est bien tel ou tel agent infectieux, en l'occurrence l'herpès virus de type 1, qu'on connaît antérieurement sous le nom d'un des herpès de la rhinopneumonie. Voir quel coût ça peut avoir aussi, comment interrompre la chaîne de transmission dans le foyer, mais aussi vis-à-vis d'autres structures dans lesquelles il y a des liens épidémiologiques, et puis quelques mots sur la prophylaxie médicale, c'est-à-dire la vaccination, avec les bénéfices, les coûts, et puis on finira par des petits tableaux de synthèse purement économiques et économiques. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'endroit en fait où ça s'est malheureusement produit. C'est un centre équestre qui a 60 chevaux et 20 poneys. Il y a quelques chevaux d'élevage, mais qui sont vraiment à l'extérieur du site. C'est assez bien goupillé. Alors, je ne sais pas si tout le monde, en tout cas les professionnels ici, ont des installations pareilles. On a de nombreuses écuries qui ne sont pas forcément en contact les unes avec les autres. Alors, ça nous a un peu aidé quand même face à l'évolution de la maladie. Et on a pas mal de pâtures aussi autour qui ont permis d'isoler pas mal les chevaux. On a les chevaux de club qui sont isolés complètement des chevaux de propriétaires, des chevaux de compétition. Donc c'est pareil pour les mouvements des chevaux, ça a été important. Et donc pour la même raison, tout ce qui est partie, manège, école est vraiment au-dessus. Et tous les chevaux de concours ont vraiment la partie basse et une carrière à l'extérieur. Pour les chevaux de passage, alors, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. En tout cas moi, au sein de la clinique, toutes les structures que je côtoie, c'est les seuls qui ont une mise en quarantaine, voilà, parce que c'est un élevage qui a déjà eu des formes de rhinopneumonie 2 fois au préalable en 10 ans, ce qui est quand même très rare. Donc ils sont tellement obnubilés par cette affaire qu'ils mettent en quarantaine systématique tous les nouveaux arrivants, et malgré ça, ils ont quand même eu un 3e épisode. Donc comme quoi la prévention ne sert pas toujours, bien que je pense que là, ça a quand même minimisé fortement l'impact. Ils sont vaccinés annuellement contre la rhinopneumonie, avec, je pense que tout le monde connaît les vaccins, en tout cas il y en a quelques-uns sur le marché, mais avec le vaccin qui est vraiment protecteur, en tout cas sur la forme EHV1 et EHV4. Ils ont essayé de faire tous les 6 mois, ce qui est normalement recommandé fortement, pour forcément stimuler le système immunitaire. Forcément ça implique des coûts. Donc on était revenu à une vaccination annuelle, ça depuis 3 ans. Voilà. Donc tout ça pour vous situer un petit peu le phénomène. Je te laisse. On va passer rapidement. Vous verrez, à chaque fois, il y a cette flèche qui est un petit peu la chronologie des événements, et puis on y rattache. Donc les chevaux sont anonymés avec des lettres. Donc vous verrez un petit peu les grandes étapes de tout ça. Donc tout a commencé mi-janvier. Donc dès le lendemain, Marie-Noëlle a procédé à un certain nombre d'examens pour confirmer l'origine éventuelle de ces hyperthermies, de cette fièvre. Donc des prises de sang qu'elle a envoyées au laboratoire. Donc là aussi, venue du vétérinaire, prise de sang, et donc c'est inducteur forcément de coûts, ces analyses complémentaires. Par contre, ce sont dans ce genre suite à l'examen clinique que le vétérinaire peut faire, dans ces syndromes neurologiques, on est quasi systématiquement obligé malheureusement d'en passer par là. Tout ça est revenu avec un petit peu les délais, je dirais, inhérents aux techniques. Vous voyez que ensuite, 2 jours après, on a le premier cheval hyperthermique abattu au sens abattement, pour l'instant. Rapidement, il devient ataxique et il a dû être suspendu. Alors voilà comment on suspend un cheval dans une université américaine, avec un système très étudié, très pertinent, mais très coûteux. Et voilà comment on suspend un cheval en Bretagne, avec un système D
qui est le système dont on dispose, avec des madriers, des sangles, des cordes, à préférer sans doute les sangles, parce qu'il y a un peu moins de risque d'escar et puis de compression. Hein. Vous pouvez mettre aussi des big bags là, qui peuvent, avec 4 trous, être utiles. Hein. Mais dans ces cas-là, on est amené vraiment à faire le système D, parce que si on revient à notre système-là, d'abord, tous les vétérinaires n'en ont pas, on ne s'en sert pas tous les jours, et c'est des coûts de plusieurs milliers d'euros. Hein. Vous verrez que le sanglage, il y a eu malheureusement beaucoup de chevaux qui ont dû être suspendus, et donc c'était ingérable. On poursuit donc avec des prises de LCR aussi, donc là aussi des coûts. Un cheval le premier cheval qui est mort et qui a pu être autopsié. Donc là, l'autopsie avait été prise en charge par le RESP pour essayer d'explorer un petit peu ce qui se passait, qui est donc revenu avec une PCR positive. On a retrouvé du virus sur le cerveau du cheval, hein, ce qui a bien confirmé définitivement que c'était de la rhinopneumonie forme nerveuse. Mi-mars, donc pratiquement 2 mois et demi après, des envois sur des avortements pour des placentas. Donc la grosse crainte, c'était qu'on ait, malgré toutes les mesures que vous verrez derrière, de la forme abortive qui intervienne. Et là, ce serait une autre catastrophe supplémentaire, puisque à l'origine, d'autres pertes plus sur l'élevage et sur le renouvellement des animaux. Quelques mots aussi sur l'importance de l'interruption de la chaîne de transmission. On peut intervenir, ce virus, c'est un herpès virus, vous le connaissez tous, ou une grande partie d'entre vous, parce que, alors c'est pas le même, mais c'est celui de l'homme, c'est le type de virus qui est à l'origine des boutons de fièvre, par exemple. Donc vous savez que quand vous êtes fatigué, stressé, contrarié, et ben poum, ça ressort. Et ben le virus de la rhinopneumonie, c'est un petit peu le même système. Donc le but du jeu, c'est d'essayer, une fois que le cheval est infecté, il peut comme ça ressortir le virus au moment de stress, de surentraînement et autres. Donc c'est d'essayer de limiter par un certain nombre de mesures ces sorties d'herpès, notamment par la vaccination. Malheureusement, si on n'y arrive pas, eh ben, c'est d'éviter que le virus ne se propage de trop au sein de l'élevage, mais aussi vers d'autres structures, avec une transmission tertiaire à d'autres haras ou d'autres centres d'entraînement ou de sport. Donc pour faire simple, je vais vous expliquer vite fait comment ça s'est passé du point de vue pratique. Sur la première intervention, systématiquement, donc le propriétaire m'avait appelé pour un cheval qui avait un peu la tête de travers. Donc quand je suis intervenue, en discutant, apparemment la jument était tombée. On ne savait pas si la jument avait déjà la tête de travers avant d'être tombée ou si elle était tombée et qu'elle avait la tête de travers après. Voilà. Au fur et à mesure, pour ça quelquefois on prend du temps à discuter avec les cavaliers et les propriétaires et ça paye quand même un peu. Au bout d'1 heure de conversation, en train de parler de tout et de rien, la propriétaire finit par me dire que effectivement ça faisait 3-4 jours que la jument elle la trouvait pas en forme, un petit peu moins alerte que d'habitude et là on a vraiment eu un doute sur un phénomène infectieux. Il y avait 2 problèmes, c'était que la jument avait été en concours petite semaine avant, et le deuxième problème qui se posait, c'était que la semaine suivante, il y avait un concours à l'intérieur du club. Donc comme on avait des forts doutes sur le risque infectieux de la chose, on a fait, donc, comme vous a montré Pierre tout à l'heure, des prélèvements assez rapidement, d'autant plus quand le deuxième cas a été déclaré 2 jours après. Mais directement, le propriétaire a bien suivi la chose et pourtant ça entraînait des inquiétudes du point de vue des propriétaires et des coûts par là-dessus. C'était qu'on a bloqué complètement l'écurie. Alors qu'on avait juste un cheval qui avait à peine de la température et qui avait juste une tête de travers et qui était tombé dans la cour. Donc voilà, donc on a bloqué tout ça et par chance et malheureusement... Et malheureusement quand même, ça a été confirmé par la suite, donc on n'a pas fait ça pour rien, mais on a quand même permis de limiter, en tout cas, l'ampleur des dégâts et la rapidité d'action du virus. Au sein du club, en fait, on a les poulinières qui sont isolées, on va dire, à 50 mètres. On a le packaging des poneys de club, là, une vingtaine de poneys des petits Shetland, qui sont accolés, mais pas en contact, avec les chevaux de compétition, là où s'est déclenché le premier cas. On a à la suite de ça, par contre, avec un contact aérien des chevaux, des jeunes chevaux de 4-5 ans qui sont mis au débourrage. On a par là-dessus 150 mètres au moins avec un manège et ensuite les chevaux de club. Ce qui fait que quand on a bloqué en fait le foyer avec le cheval de compétition qui était revenu, on a continué en tout cas de laisser le club fonctionner avec les chevaux de club qui continuaient les cours. Les chevaux qui étaient habituellement utilisés pour le club
au sein de l'écurie de propriétaires ont eu interdiction d'être en contact avec les autres. Donc le foyer, vraiment au sein du club, enfin au sein de l'écurie, voilà, a été bloqué tout de suite. Et malgré ça, on a eu une avancée, mais inquiétante, vraiment, du virus. Donc vous voyez, premier trouble le 17, tout a été bloqué, donc le 23. Quand je dis tout a été bloqué, c'est qu'il n'y avait même pas de mouvement vers l'extérieur et les chevaux au sein de l'écurie, malades ou pas malades, ne sortaient plus de l'écurie. Les prises de température donc, ont été faites immédiatement. Dès que le cas a été révélé, en tout cas, elles ont été faites matin et soir pour essayer de repérer en tout cas les chevaux qui commençaient à être contaminés ou des chevaux qui pour l'instant n'avaient rien. Ils ont été traités, malheureusement ça reste un virus, c'est comme la grippe chez nous, hein, on n'a pas de traitement spécifique, c'est surtout des traitements symptomatiques et en tout cas des traitements qui permettent de booster le système immunitaire pour que les chevaux s'en sortent le mieux possible, ont été mis en place. Donc là, ce que vous voyez sur l'image vidéo, c'est vraiment limiter la contamination à l'intérieur du foyer. On avait systématiquement des gens qui étaient responsables par écurie, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en contact les uns avec les autres. Ces gens-là, systématiquement, avaient soit des blouses, en tout cas des gants, des charlottes, voilà. Et les chevaux au sein de la même écurie n'avaient pas le droit de sortir de l'écurie et ne pouvaient que marcher, s'ils allaient bien, à l'intérieur, pour marcher le plus possible quand même. On avait donc mis de la paille pour les chevaux qui étaient un petit peu neurologiques pour éviter qu'ils glissent et qu'ils tombent, qu'on a essayé de recouvrir le plus possible, en tout cas de virucine. On a essayé de limiter les dégâts comme on a pu. Donc voilà, de la même manière, ça a représenté quand même des coûts parce que on a donc tout ce matériel avec pédiluve à l'entrée, systématiquement des chariots qui étaient bloqués au sein de chaque écurie pour les granuler. Donc là, des exemples de pédiluve très conditions de terrain. Hein, avec donc il y avait dans le premier baquet en fait, il avait mis dans le premier baquet là, il avait mis du virucine, alors dans l'autre il y avait de la chaux. Donc systématiquement, ils passaient l'un dans l'autre avant de rentrer de l'écurie. Mais de toute façon, une fois qu'ils étaient ressortis de l'écurie, les gens rentraient chez eux. Vous voyez donc les premiers cas déclenchés 17-01 et on est passé à une seule fois par jour en prise de température le 25 février. Donc pratiquement un mois et demi après. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur de la chose. D'autant que une fois que l'écurie de compétition donc, a été mise en quarantaine et bloquée, 4-5 jours après, on a eu un cheval dans les zones chevaux, c'est passé au poney par la suite, et pourtant il n'y avait pas de communication entre les gens qui passaient de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient d'une écurie, ils rentraient chez eux. Et malheureusement quand même, même si le club a continué de fonctionner tout seul au départ, on s'est rendu compte au bout d'un mois que les chevaux de club étaient touchés. Alors ça a été un peu l'hécatombe, moralement surtout pour les propriétaires, qui malgré toutes les préventions qu'on pouvait faire, on voyait quand même que le virus continuait de circuler. Et c'est surtout que ça entraînait une perte financière énorme, puisque de toute façon depuis le début, il y avait tous les stages d'hiver qui avaient été arrêtés, et là en plus le club était fermé définitivement. Et donc vous voyez, l'arrêt de prise de température a été fait début mars, donc pratiquement 2 mois complets après le premier cas. Et c'est 21 jours après l'arrêt de la prise de température, donc après que les chevaux vraiment montaient plus en température, qu'on a pu réouvrir le club. Deux mots pour voir comment on a pu aussi gérer et essayer de remettre progressivement des chevaux au travail, réouvrir progressivement des écuries. Donc ça s'est fait par la réalisation simultanée des couvillons nasopharyngés, des espèces de gros cotons-tiges qu'on badigeonne dans les naseaux des chevaux pour voir s'il y a ou pas du virus, c'est-à-dire qu'ils sont contagieux, excréteurs de virus, et par la même occasion, réalisation de prise de sang pour voir si le virus était bien en train de circuler dans le sang du cheval et éventuellement en train de diffuser vers le tissu nerveux. Comment est-ce que ça a procédé? La première série, vous l'avez vu tout à l'heure, de 59 écouvillons mi-février,
Pendant ce temps-là, tout a été géré cliniquement par Marie-Noël avec des examens cliniques plusieurs fois par jour, la prise de température. Une deuxième série d'écouvillons fin février. Et enfin, pour clôturer le foyer, les quelques chevaux, le dernier suspect, mi-mars. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Sans s'apesantir dessus, grosso modo, à chaque série, on voyait que le nombre de chevaux positifs diminuait ou que l'intensité de la positivité diminuait. Donc, globalement, on allait quand même vers le bout du tunnel. Hein. Mais il faut se rendre compte que c'est un coût induit. On a fait donc 140 écouvillons, 40 € la PCR, ça fait 5 600 €. Hein. Donc il y avait une prise en charge en partielle par l'écurie. Nous, ça tombait sur une thématique de recherche, donc le labo en a pris une grosse partie aussi à sa charge pour essayer d'investiguer et puis de comprendre un petit peu mieux tout ce qui se passe. Et on continue à travailler sur ces prélèvements-là. Parce que c'est vraiment des prélèvements d'une grande richesse pour nous. Et donc ça nous a permis de gérer des lots d'animaux, et de soulager un peu le travail des bénévoles, des propriétaires, de Marie-Noël aussi sur le terrain, et d'alléger progressivement la charge de surveillance et la remise au travail. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'inquiétudes au sein du département carrément, puisque les propriétaires s'en sentant quand même un peu seuls et complètement désœuvrés et financièrement complètement abasourdis avec l'arrêt du club, ont essayé, parce que là de la même manière, en fait on en parlait tout à l'heure, le propriétaire est multi-activité, c'est-à-dire qu'il a un élevage de bovins à côté, donc il connaît très bien le fonctionnement aussi côté bovin, et il ne comprenait pas comment ça se faisait qu'avec une telle ampleur et un tel impact financier, il n'y avait aucune aide de l'État. Pas de maladie à déclaration obligatoire, et que lui au contraire quand il a des problèmes avec ses bovins, tout de suite il y a une partie qui est prise en charge par l'État et on ne le laisse pas dans un foutoir pareil, et voilà. Donc ça, il avait beaucoup de mal à en tout cas accepter ça, et donc il a commencé à diffuser l'information en disant de toute façon il faut que tout le monde soit au courant, déjà ça va réveiller un petit peu peut-être les autorités compétentes, et par là même aussi voir s'il n'y a pas d'autres cas de rhinopneumonie dans le secteur, et que les gens fassent très attention. Alors ça a été à double tranchant, vous l'imaginez bien. Ça a commencé par annuler son concours, donc les gens ont commencé par se poser des questions, il leur a dit clairement ce qui se passait au sein de son écurie, ce qu'il en était. Donc les clubs, par la suite de ça, c'était un petit peu pestiféré du coin, avec tout ce que ça engendrait comme vraiment des histoires vraiment abracadabrantesques. On avait fait une réunion, j'étais dans un club à un moment donné qui est situé, parce que le club où ça s'est produit, il a quand même 3/4 d'heure de route de ma clinique. Et j'étais au club juste à côté de chez moi, et j'entends une maman dire à son petit ah ben non, surtout tu touches pas le cheval, t'as entendu aux informations, il y a de la rhinopneumonie, tu peux avoir des troubles neurologiques, voilà. Donc la propriétaire du club me regarde en disant mais qu'est-ce que je dis ou pas. Donc j'interviens en lui disant mais vous avez, c'est pas contagieux à l'homme, vous inquiétez pas, c'est purement entre les chevaux, et en plus il y a qu'un foyer isolé qui est purement isolé mais qui est déjà 3/4 d'heure de route, donc pas de panique. Et à la suite de ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, les professionnels sont même pas au courant, la propriétaire du club savait même pas quoi lui répondre, et ça prend des proportions que ça devrait jamais prendre. Donc j'avais appelé le comité régional d'équitation de Bretagne pour leur demander si ça les intéressait qu'on fasse vraiment une réunion d'information face aux professionnels, et pour leur dire exactement ce qu'était la rhinopneumonie, comment on pouvait l'observer en tout cas, et ce qu'il fallait faire en méthode de prévention, et voilà. Et donc on a fait ça. Et pour vous montrer un peu l'ampleur que ça prenait, c'est que quand donc le propriétaire du foyer là, où ça s'est produit est arrivé au sein de la réunion, il y a 3 personnes qui n'ont jamais voulu lui donner une poignée de main. Voilà. Donc j'ai fait un peu d'humour en disant ne vous inquiétez pas, c'est pas contagieux, il a pris une douche avant de venir, enfin, mais ça prenait des proportions complètement anormales. Donc c'est toujours important en tout cas de communiquer là-dessus. Toujours est-il que la communication qu'il a fait a effectivement évité la contamination d'autres foyers, et il a eu bien raison en tout cas de le faire malgré l'ampleur que ça prend, et que ça prend encore maintenant. Il
qu'il y a encore des gens qui essayent de regarder s'il n'est pas sur les concours clubs pour pas y aller parce que ses chevaux sont porteurs et que voilà. Donc lui, ça lui entraîne des pertes économiques aussi. Et il avait un concours club, par exemple, cette année qu'il devait organiser il y a un mois de cela. Et il y avait 5 participants, donc il l'a annulé. Pour vous montrer que l'ampleur économique, elle n'est pas juste au moment aussi de l'impact, enfin de la manifestation de la maladie, mais qu'elle peut entraîner des répercussions vraiment ultérieures. Donc entre, vous voyez, le début des troubles au mois de janvier, le club n'a réouvert qu'au mois d'avril. Donc vous imaginez les pertes économiques entre les pertes, parce que là on a quand même pratiquement 3 vacances qui se sont produites avec les stages, normalement, qui avaient lieu. Donc pas de stage, pas de club, pas de concours, avec des propriétaires qui étaient inquiets, qui n'arrêtaient pas de râler. Les chevaux qui, malheureusement, certains même vaccinés, mouraient avec la propriétaire d'à côté qui était en train de marcher son cheval et qui était en pleurs parce que le cheval juste à côté était mort. Voilà, c'était vraiment une vision d'horreur. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que l'impact a été non seulement économique, mais ça a été aussi psychologique. L'intérêt de tout ça, aucun foyer secondaire, aucune diffusion vers l'extérieur. Et malgré ça, on a encore des répercussions maintenant avec des gens qui ne veulent toujours pas y retourner. Le rôle de la vaccination, vous allez me dire, ça sert à rien de faire de la prophylaxie parce que c'est des chevaux vaccinés, ils ont quand même eu la rhino. Oui, certes, ils ont eu la rhino. On sait très bien que les vaccinations rhinopneumonie ne protègent pas contre la forme nerveuse. En revanche, elles stimulent, je vais y arriver, fortement le système immunitaire. Comme tout virus, de toute façon, c'est le système immunitaire qui va quand même protéger au maximum l'animal. L'intérêt d'être fortement stimulé, c'était que ces chevaux-là, en tout cas, supportaient mieux on va dire la virulence, tu me dis si je me trompe, Pierre, la virulence du virus. Et en tout cas, si on a eu malheureusement 11 chevaux morts, s'ils n'avaient pas été vaccinés, on en aurait bien plus. Donc la vaccination, pourquoi ? Ce que Marie-Noëlle vous expliquait, c'est-à-dire que l'intérêt de la vaccination, c'est qu'elle ne garantit pas à 100%, surtout sur les formes nerveuses, que votre cheval n'aura pas de symptômes nerveux, mais elle diminue l'excrétion, donc il est moins contagieux pour ses copains. Donc dans la gestion d'un foyer, c'est quand même essentiel. Que la vaccination, elle se conçoit en général pour la rhinopneumonie, comme pour la grippe, comme pour toute autre pathologie, à part peut-être sur le tétanos, comme une protection de troupeau, et pas forcément comme une protection uniquement individuelle, que la vaccination, elle, n'induit pas, contrairement à ce qu'on peut entendre de temps en temps, de formes neurologiques. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut, pendant un foyer ou pas, vacciner au sein du foyer. Là, on n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans ce débat-là. C'est une question qui est encore débattue à l'échelle de la communauté scientifique. Le bilan, donc vous vous souvenez, 60 chevaux et 20 poneys, 19 chevaux qui ont eu des troubles neurologiques, donc un tiers de l'effectif chevaux, 15 chevaux suspendus, 10 chevaux et un poney mort avec 3 euthanasies pour des raisons humanitaires, et puis 2 décès, alors sans lien direct avec la maladie. Il y avait, je crois, une jument qui avait été mise dans le manège qui a fait une colique de sable, entre autres. Voilà, il y a aujourd'hui... Et oui, l'autre c'était une entérotoxémie, parce que c'est pareil, le cheval bougeait plus. Un animal qui garde encore quelques séquelles. Le bilan humain, lui, il est lourd. Pour les propriétaires du centre, pour l'ensemble des membres qui ont participé. Il y avait eu une grosse mobilisation, il y a eu plus d'une centaine de bénévoles qui se sont relayés sur l'ensemble de la survenue du foyer. Mais il faut aussi les aider, les nourrir, etc. Le bilan est économique, alors on le doit aux propriétaires qui ont vraiment joué le jeu. Avec un total de plus de 180 000 euros pour eux identifiés, dont un autofinancement à hauteur de plus de 140 000 euros de leur part. Alors est inclus là-dedans notamment la construction d'un nouveau bâtiment pour faire une infirmerie dédiée, à pouvoir isoler les chevaux quand il y a un problème sanitaire important. Et puis donc il y a une souscription, mais alors c'est un peu compliqué d'un point de vue juridique là, qui a été lancée pour essayer de racheter des chevaux. Et puis donc vous voyez que la part frais vétérinaires et frais d'analyse, elle est très réduite.
on va vous en dire 2 mots parce qu'elle est en fait clairement dans ce cas-là sous-estimée. Nous, on avait pris une part des analyses pour nos travaux de recherche, le reste avait aussi pris une part des analyses. Et puis Marie-Noëlle va vous expliquer un petit peu comment elle est arrivée à minimiser sa part. Voilà, je voulais juste marquer en même temps ce qui n'avait jamais été facturé. En fait, c'était que dès que j'intervenais sur le site, bien entendu, parce que j'avais quand même mon travail à faire à l'extérieur en même temps, donc systématiquement, la voiture était bloquée à 500 mètres des écuries. À la suite de ça, donc il y avait des barrières qui étaient déjà mises. Elle était déjà passée dans un rotoluse. Donc on arrive aux barrières, on mettait systématiquement une combinaison, donc une casaque avec une charlotte, des gants de fouille. Vous voyez, c'est les grands gants, voilà. Des petits gants jetables par-dessus, des charlottes. Et on allait comme ça, en fait, directement dans chaque écurie. Et bien entendu, à chaque sortie d'écurie, on changeait les bottes. Et à chaque fois qu'on changeait, en tout cas d'intervention sur les chevaux, on changeait les gants. Donc ça faisait un certain coût. Systématiquement, dès que la voiture, dès qu'on avait fini là-bas, on laissait tout sur place. On revenait systématiquement à la clinique, on passait la voiture au lavage, à la désinfection, on allait prendre une douche, se changer complètement, et là on pouvait retourner en consultation. Donc c'était plutôt compliqué. Toutes les consultations de suivi en fait et le temps réel des prélèvements c'est pareil, n'a pas été facturé. On a vraiment facturé que les actes qu'on a fait, les médicaments et le matériel qu'on a utilisé. On a essayé de minimiser les frais au maximum pour la structure. Là-dessus on a des impayés bien sûr parce que de toute façon il y a des frais qui ont été facturés à des propriétaires qui étaient tellement en colère contre le club qu'ils ont carrément refusé de payer. Donc voilà, il nous reste 847 € quand même. Et on a aussi ce que j'avais pas compté en fait, qui est inestimable, ce sont des pertes de clientèle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à partir du moment où on intervenait en fait dans ce club, qui avaient tellement peur pour chez eux qu'ils ne voulaient plus faire appel à nous, et d'autres qui étaient toujours pressés, et effectivement sur des urgences quelquefois qui manifestaient d'intervenir assez vite, étant donné qu'on était là-bas déjà à 3 quarts d'heure de route. Et que vu le temps de désinfection qu'on mettait derrière, on avait minimum 4 heures avant d'arriver chez le propriétaire. Donc il y a des gens qu'on envoyait chez des confrères alentours pour intervenir plus rapidement parce que c'était pas possible, quoi. Donc voilà, tout ça, ce sont des coûts effectivement qui n'ont pas du tout été comptés dans le bilan. Mais tout ça pour vous montrer les coûts que ça peut entraîner au niveau économique et pour le club et pour tous les partenaires de la filière en tout cas qui essayent de fonctionner au mieux avec leurs propriétaires. La dernière. Quelle conclusion on peut tirer de cet épisode? C'est qu'il y a quand même un bilan lourd d'un point de vue sanitaire, effectivement, 11 chevaux morts sur 80 chevaux présents dans l'effectif, chevaux poney. Lourd aussi économiquement pour la structure. Il y a des structures qui pourraient ne pas se remettre d'un tel épisode. Alors on le prend, on nous demande de l'exposer parce qu'il est forcément parlant, mais il est fort heureusement rare. En général, il y a 1-2 chevaux atteints. Là, c'est vraiment quand même d'une grande ampleur. Il y a des possibilités de système un peu D. On a essayé de vous les montrer au travers des photos pour se débrouiller, limiter les impacts économiques avec du matériel, du prêt, et puis, pas mal il faut avoir l'esprit un peu bricoleur pour essayer de trouver des systèmes pour se démener un peu dans tout ça. L'importance de la coordination, là on revient sur les aspects sanitaires entre le vétérinaire, le détenteur ou propriétaire et puis le laboratoire quand il y a lieu d'y recourir. Ça a été évoqué tout à l'heure par Christelle dans son intervention sur le reste et par Marie-Noëlle, la nécessité de gérer la rumeur et de bénéficier au travers de ça de l'intérêt d'un organe d'alerte et de diffusion d'informations vérifiées, puisque le reste faisait régulièrement avec sa cellule de crise un suivi du foyer pour essayer aussi de calmer le jeu un petit peu à l'échelon local ou loco-régional et puis c'est tout. Voilà. On en a terminé de se exposer un petit peu long, on s'en excuse, mais voilà.